programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, qualification historique de Léopard Football de la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à l'issue de la 4e journée des éliminatoires. La RDC a validé son billet ce mardi grâce à sa victoire de 2-0 contre la Tanzanie à Dar es Salaam. Après 3 mois de vacances, la rentrée judiciaire 2024-2025 à la Cour de cassation s'est tenue ce mardi au cours d'une cérémonie solennelle au Palais du Peuple. Cette cérémonie a connu la participation du chef de l'État, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Human Rights Watch vient de publier un rapport glaçant sur les pratiques de torture dans 2 prisons et un centre de détention au Rwanda. Selon cette ONG, ces tortures ne font que masquer une réalité bien plus sombre dans le centre de détention du pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec cette bonne nouvelle en sport. C'est historique. La République démocratique du Congo a obtenu son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après avoir battu ce mardi la Tanzanie sur le score de 2-0. Jusqu'ici, les Léopards font une très bonne opération dans cette campagne des éliminatoires. La bande de Sébastien Desabre a été portée dans ce match par Meshak Elia qui a signé un doublé. Le temps fort de ce match a retrouvé dans ses commentaires de Christian Bokaya Doucouré. La République démocratique du Congo est à 90 minutes de valider. C'est pour la première fois de l'histoire que la RDC fasse 12 sur 12 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà sur une bande lancée depuis les débuts de ces éliminatoires, les Fauves congolais ont confirmé ce mardi face aux Taifa Stars de la Tanzanie en le renversant au stade Benjamin Kappa, une victoire synonyme de la qualification en phase finale. Tout n'a pas été parfait dans ce match, malgré quelques modifications apportées par Sébastien Desabre. Dans son 11 de départ, la Tanzanie et la RDC regagnent les vestiaires sur un score de parité. La solution viendra du banc en seconde période avec les entrées de Nathanaël Mbuku et Meshak Elia. Le sociétaire des Young Boys trouve d'abord la faille à la 87e minute. La reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de toucher, c'est peut-être la balle de la qualif, le fil bout et de sortie. La RDC se dirige vers le Maroc alors que la Tanzanie espérait revenir dans le match. Meshak Elia, encore lui, va clouer au pilori les Taifa Stars au temps additionnel. Meshak, mais il est fort, il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire. Avec 12 points, les Léopards sont déjà qualifiés mais devront finir en beauté leur campagne contre la Guinée et l'Éthiopie au mois de novembre. Une occasion pour Sébastien Desabre de rôder tout son effectif. Après les Marocains donc, mais les Burkinabés, les Camerounais. Justice à présent, la rentrée judiciaire 2024-2025 a eu lieu ce mardi 15 septembre dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Après l'extrait de rôle lu par les greffiers audaciers, plutôt audiencés, c'est le bâtonnier national Michel Chébé qui a fait son allocution où il a parlé de la défense de l'avocat et des familles. Ensuite, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui lira son mercurial. Et enfin viendra le discours du premier président de la Cour de cassation Ndomba Kabea Eli Léon. Durant son discours, il a relevé qu'il y a plusieurs acteurs en danse lorsqu'on parle de la justice. Les magistrats, les avocats, les greffiers, les secrétaires des parquets, les huissiers de justice. Et lorsqu'on parle de la justice qui ne fonctionne pas convenablement en République démocratique du Congo, il ne faudrait pas voir uniquement les magistrats. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Après les drames survenus la semaine dernière aux installations de la société Femeco dans la commune de Limité, causant des dégâts matériels et humains considérables, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a fait une descente ce lundi. Question d'échanger avec les responsables de cette entreprise, mais aussi apporter les soutiens du gouvernement aux victimes.
Sur place, le ministre de l'Emploi et Travail a d'abord tenu une réunion avec les responsables de la société Femeco avant d'écouter les revendications des travailleurs. Sur instruction du chef de l'État, Ephraim Akwakwa, sur un ton ferme, a instruit les responsables au respect des normes en matière de sécurité au travail et il a insisté devant les travailleurs pour que pareil incident malheureux ne se reproduise plus dans l'avenir. Nous sommes venus vous rassurer que l'État congolais ne vous a pas abandonné. Votre sécurité et vos conditions de travail font partie du souci du chef de l'État qui nous a mandatés. Profitant du passage du ministre des tutelles, les travailleurs des Femeco, pour la plupart sous-traités, ont également présenté leurs doléances au ministre et surtout évoqué leurs conditions de travail difficiles. Les autres, après plusieurs années de service, n'ont pas un contrat de travail. Nous avons besoin d'assurance pour garantir notre avenir. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Certains parmi nous ont fait 20 ans avec les statuts de journalier. Ephraim Akwakwa a poursuivi sa visite accompagné d'une forte équipe d'inspecteurs du travail aux installations de l'hôpital AG sur la première rue Limité où est interné quelques rescapés du drame. Le témoignage de ces derniers est tout simplement émouvant. Dans leur lit d'hôpital, le ministre leur a adressé un message de réconfort du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons retrouvé dans le fil où nous plaçons des mitrailles, 2 obus. Lorsque l'un de nous a voulu les déposer par terre, ça s'est explosé. Face à ce drame qui a causé la mort d'un Congolais et plus de 5 blessés, le gouvernement de la République, au travers le ministère de l'Emploi, va prendre des mesures qui s'imposent après enquête et rapport des inspecteurs du travail et chacun devra ainsi répondre de ces actes qui s'apparentent à la négligence. Et toujours dans ce secteur, le député national Patrick Eshiba a échangé avec les engagés journaliers et inspecteurs du travail sur l'importance de la modification du Code du travail et le régime général de la sécurité sociale. Ceci dans le but d'obtenir une couverture juridique et sociale améliorée pour les engagés journaliers. Déterminé à obtenir une couverture juridique et sociale améliorée pour les engagés journaliers, les députés Eshiba Kassemwana a lancé une série d'initiatives visant à promouvoir ces 2 propositions de loi portant modification du Code du travail et la loi sur le régime général des sécurités sociales. Le 13 octobre dernier, des discussions constructives ont eu lieu à Kinshasa où de nombreux engagés journaliers ont échangé avec l'élu de la Tchangou. Le lendemain, c'était au tour des inspecteurs du travail de la ville de Kinshasa de se rejoindre à cette importante consultation se réunissant dans la commune de la Gombe. Lors de cette rencontre, le député national Patrick Eshiba a détaillé les principales innovations contenues dans ces propositions, suscitant l'intérêt et l'enthousiasme parmi les participants. Nous nous sommes engagés dans une démarche de la révision du Code du travail et de la loi sur le régime général de la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail étant la police dans les secteurs, nous ne pouvons que les consulter pour qu'ils comprennent la quintessence de notre démarche. À cela s'ajoutent des informations que nous avons eues sur le traitement inhumain. Les engagés journaliers et les inspecteurs du travail ont à l'unanimité salué ces réformes majeures, exprimant leur engagement à soutenir ce projet ambitieux qui vise à améliorer les conditions de travail de tous les Congolais en général et des journaliers en particulier. J'aimerais remercier l'honorable pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'échanger. Nous espérons à ce que l'État nous soutienne. La mobilisation autour de ces initiatives témoigne d'une volonté collective d'assurer un avenir plus prometteur pour les travailleurs congolais. Il est urgent d'assurer une sécurité sociale aux journaliers qui sont exposés à plusieurs accidents professionnels.
Et puis la République démocratique du Congo a lancé ce mardi son premier bulletin statistique sur la protection sociale, ceci avec l'appui de l'Organisation internationale du travail. Beaucoup d'efforts ont été fournis depuis 2022, révèle le rapport de ce bulletin, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce premier bulletin statistique donne un aperçu du système de protection sociale en République démocratique du Congo et consolide les statistiques disponibles sur la couverture des régimes de protection sociale en 2022 avec une esquisse des progrès atteints en 2023. Il examine également les indicateurs statistiques de la protection sociale, notamment les indicateurs de couverture des régimes statutaires et les progrès réalisés par rapport à l'indicateur 1.3.1 des objectifs de développement durable. La production de statistiques est très importante, déjà pour la planification de nos politiques en termes de prévoyance sociale. Il faut retenir aussi que c'est une première depuis la recommandation de faire pareil exercice en 2012. Ce lancement du premier bulletin statistique sur la protection sociale en RDC fait partie du mandat de l'Organisation internationale du travail qui se bat à accompagner le pays dans cet exercice. Ces statistiques servent notamment au suivi des efforts des pays, à la comparabilité internationale et surtout à prendre des décisions stratégiques d'orientation. Je parle aussi de redevabilité et de transparence généralement. Ce bulletin statistique devra contribuer à orienter les stratégies et politiques nationales de protection sociale fondées sur les données factuelles afin d'améliorer la couverture du système de protection sociale, son efficacité et son impact au profit de la population. Avec ça, je sais que les données qui ont été produites ont été aussi incomplètes. C'est un premier exercice et j'ai bon espoir que pour le prochain exercice, les choses vont s'améliorer. Il y a déjà eu un début d'amélioration avec notamment les données relatives à la couverture santé universelle qui ne sont pas suffisamment intégrées dans cet exercice. Le bulletin a été élaboré par une équipe multisectorielle conduite par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale au travers du Secrétariat national à la protection sociale. Pour ces actions à impact visible avec promptitude au nord et au sud Kivu, à chaque fois que le besoin se présente, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Zizamounana, a été honorée par les femmes de la province en lui décernant le brevet de mérite, un trophée en signe de couronnement de toutes ses interventions dans la province en faveur des femmes et des enfants. Devant plusieurs femmes représentant les différentes organisations du cadre des concertations du Nord Kivu, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Zizamounana Nathalie, accompagnée de l'ambassadeur humanitaire aux affaires sociales, Étienne Tshisekedi Tshilombo, sollicite l'implication de toutes les femmes pour la réussite de sa mission et les invite à s'y ranger derrière le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Judith Suminwa, première femme, première ministre de la République démocratique du Congo. Les confessions religieuses ont aussi donné de la voix pour manifester leur volonté d'accompagner Zizamounana dans sa lourde charge des affaires sociales et actions humanitaires. Ceci après avoir suivi l'expression de la reconnaissance de ces femmes pour sa présence à leur côté à chaque fois que les malheurs les frappent. J'ai le devoir de vous adresser nos compliments pour vos gestes sociaux et humanitaires solidaires à l'égard des filles et fils du Nord Kivu. Au chaque traumatisme, nous vous voyons présents dans la ville, à chaque aléa qui se présente dans notre province. Au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, et à son gouvernement conduit par Madame Judith Suminwa, nous disons grand merci. Pour immortaliser ces moments, ces femmes ont apprêté un brevet des mérites, un trophée et un portraitiste à peint Judith Suminwa et Nathalie Zizamounana pour les honorer. Alinaminite satuliona maaksio zako ilitugusa sana, tukasema iko femme héroïne humanitaire. Reconnaissant les rôles de la femme dans la famille, ces femmes ont présenté les doléances allant
de la précarité de la vie de la femme à la mendicité des enfants due à l'agression rwandaise. Aziza Mounana fera sa part, leur dit-elle, et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne ménagera aucun effort pour assurer au peuple de la RDC en général et du Nord Kivu en particulier une paix durable. Direction le Lualaba dans le but d'améliorer le service lié à la locomotion. L'Assemblée provinciale vient d'enrichir son charroi automobile. Elle vient de se procurer 8 véhicules neufs, fruits de la bonne gestion sous l'égide du président Jean-Marie Kasséa. Ces véhicules flambant neufs n'ont pour kilométrage que la distance partant de leur fabrique à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une première pour cette institution qui confirme la gestion sans faille de l'équipe dirigeante avec à sa tête l'honorable président Jean-Marie Kasséa. Ce mardi 15 octobre 2024 restera ainsi une journée à marquer d'une pierre blanche pour l'Assemblée provinciale du Lualaba qui vient d'ajouter à son charroi automobile ces 8 véhicules dont 6 Hilux 4x4 et 2 minibus VIP de 10 places assises chacun. Les honorables députés, conduits par le premier d'entre eux, Jean-Marie Kasséa Tchingambo, accompagnés des cadres de l'administration, ont accueilli à sa juste valeur cet événement. Un geste présenté et salué par l'honorable rapporteur Mouchaïla Shimata Weber. Et ça, c'est la preuve de la gestion orthodoxe, avec la dotation du gouvernement provincial et dans la gestion de notre Parlement. Voilà, il y a eu cette initiative de pouvoir payer 2 minibus et 6 camionnettes pour faciliter la locomotion. Les honorables députés, dans les missions des commissions et les missions d'itinérance, peuvent utiliser le véhicule avec mention Assemblée provinciale d'Iloine. Même pas une année de gestion de cette législature, l'Assemblée provinciale du Lualaba fait peau neuve. Le reste s'annonce tout aussi positivement. Et toujours dans ce coin, la direction provinciale de l'assainissement et du cantonnage manuel de Lualaba a procédé à l'évacuation de tout l'état d'immondices sur les avenues du 30 juin et Kakifouloué, ainsi que le débouchage des caniveaux sur les avenues Kialima et Nkoutou à la grande satisfaction de la population. Après l'évacuation de plusieurs tas d'immondices derrière l'église orthodoxe du quartier latin, sur l'avenue Porte-Blanc, la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel a poursuivi son action sur les avenues Nkoutou et sur les trottoirs, compris entre Kakifouloué et du 30 juin au quartier Mutoshi dans la commune de Manika. Ces endroits référentiels pour cause de leur gestion d'immondices depuis des années et des eaux stagnantes, même pendant la saison sèche, ont été réparés sainement par la brigade d'assainissement coordonnée par le directeur provincial Arsène Dandoula. Un motif de soulagement et de joie d'abord pour les pratiquants de ces petits trottoirs de Kakifouloué qui servaient jadis de refuge de malfrats et de poubelles depuis des dizaines d'années. Mais tunaona paka direction provinciale ya assainissement inakuya inatosha buchafu bote njo kwa maana tukunapikia papa Arsène Ndandu. Sur les avenues Nkoutou, coin Kalima, tous les drains bouchés qui empêchaient le passage des eaux ont été débouchés, facilitant ainsi la canalisation de toutes les eaux stagnantes. Comment bantu bariria sana mkalima coin Nkoutou, ça fait maintenant pratiquement 3 ans 4 ans, mais moyen ya kupita mai paifuashi munona ilikuwa bushito sana. Déterminé à matérialiser la politique d'assainissement de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, Arsène Dandoula, le nouveau directeur provincial d'assainissement et cantonnage manuel, s'est assigné la mission d'en finir avec l'état d'immondices sur toute l'étendue de la province du Lualaba. On séjourne. Et puis le parc agro-industriel des Dingila Païd SA a reçu la visite de son président-directeur général Romain Felbert à Bouta dans la province du Baouélé. Objectif, discuter avec son équipe de la campagne de coton 2024-2025 estimée à plus de 400 tonnes. Il a également échangé avec le gouverneur de province Mike David Moukeni qui s'est réjoui de la relance de ce fleuron économique dans le Bazoélé. Durant son séjour, le PDG des Païd, Romain Felbert,
a également rencontré diverses coopératives agro-pastorales locales qui mènent des activités prometteuses dans la pisciculture et la culture du cacao malgré des moyens limités. Très attentif à leurs préoccupations, il a pris note des besoins urgents en chambre froide pour la conservation des poissons, en vaccins pour le bétail et en partenariat gagnant-gagnant entre le parc agro-industriel de Dingila et les coopératives. Ces partenariats offriraient un accompagnement technique, des engrais et surtout la garantie d'achat de toute leur production de café, cacao, EVA, désengorgeant ainsi la filière. Le siège social de l'ex-Codenor à Bouta a été honoré par la visite du gouverneur de la province du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni, qui après avoir visité la propriété, a échangé avec le directeur général des PAID sur ses activités économiques multisectorielles essentielles pour le développement de la province. Aujourd'hui, si ce grand géant qui est le PAID se relève et commence à marcher, avec elle derrière, elle va tirer toute la population qui va créer un développement économique. La discussion a également porté sur les difficultés rencontrées par l'entreprise, notamment la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles pour l'évacuation de produits de plus de 2000 petits producteurs partenaires du parc agro-industriel de Dingila. Les routes qui sont difficiles d'accès ou difficilement utilisables, on met le poids en priorité sur les cultures pérennes comme le café et le cacao parce que c'est des produits qui sont plus facilement conservables que des denrées alimentaires. Mais on ambitionne très vite de travailler sur les denrées alimentaires. Le mode de développement économique des PAID est de mettre en place la chaîne de valeur dans les différentes filières agricoles. Le PDG s'est également assuré de l'intégration du développement rural dans le respect des espaces naturels des forêts et la biodiversité. Le parc agro-industriel de Dingila, PAID SA, est une société cotonnière fondée en 1920, dénommée Codenor en 1987. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a félicité les services de sécurité qui ont mis la main sur un évadé de la prison des Kamina. Il a dit lors de sa visite à cette maison carcérale. Le chef de l'exécutif provincial, Banza Mouloumé Marmon, a effectué une descente à la prison centrale des Kamina pour encourager les services de sécurité qui ont mis la main sur l'évadé de la prison. Ces prisonniers qui s'est évadé répond au nom de Kachné. Selon les sources, c'est un semeur de troubles de long chemin. Grâce à la bonne collaboration, l'incriminé a été retrouvé et reconduit à la prison centrale de Kamina. Pour le gouverneur, l'équipe qui a été constituée est à féliciter. Je suis venu ici à la prison pour conscientiser les autres, pour qu'ils sachent que les policiers qui gardent les militaires, ce sont des pères de famille qui ont aussi besoin de la protection. Il ne faut pas que quelqu'un a commis ces erreurs, ces fautes, que ces fautes-là retombent sur les policiers et les militaires qui nous sécurisent. Je viens tout de suite de promettre à la directrice que d'ici lundi, tout sera mis en œuvre pour que les travaux commencent au niveau de la prison. Le chef de l'exécutif provincial a à la même occasion appelé la population à la vigilance de toujours dénoncer des cas suspects qui troublent la quiétude de la population olomamienne. Et puis ce lundi, l'administrateur directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, a effectué une visite d'inspection sur les terrains du FFN qui avait été spolié par des personnes mal intentionnées à Goma, dans le Nord Kivu. La récupération de son terrain a été rendue effective grâce notamment au gouverneur militaire de cette province, Peter Chirimwami. Situé sur les monts Goma, ces terrains appartiennent dorénavant au Fonds forestier national. C'est en effet grâce aux efforts et à la détermination de l'administrateur directeur général Honoré Moulumba Kalala qui s'est battu bec et ongle pour récupérer les patrimoines de son institution. Cet exploit a été également rendu possible grâce à l'implication personnelle du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Arrivé sur les lieux, le numéro 1 du FFN, qui était accompagné du directeur des cabinets du gouverneur militaire, n'a pas retenu son immense joie de voir les fonds forestiers nationaux enfin être rétablis dans ses droits. Joie de constater que le terrain qui était spolié il y a quelque temps par quelques inciviques ou par quelques personnes qui n'avaient pas d'abri, ce terrain est bien entendu bel et bien aujourd'hui là pour le Fonds forestier national.
Et donc, nous voulons ici remercier particulièrement le gouverneur militaire, Peter, qui a tout fait pour nous accompagner, pour que ce terrain revienne complètement à nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés visiter et on a trouvé ce terrain. Tout le monde a déguerpi officiellement. Après la visite d'inspection du terrain spolié, l'administrateur directeur général, Honoré Mulumba Kalala, s'est entretenu avec les agents et cadres du FFN Nord Kivu. En bon père des familles, il a tenu à s'enquérir de leurs conditions de travail. En outre, la cellule nationale de renseignement financier organise à partir de ce lundi, et ce pour 3 jours, un atelier de formation sur les cadres légaux et réglementaires sur les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Cet atelier concerne uniquement les femmes héroïnes. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier a exhorté ces femmes héroïnes à s'impliquer dans la lutte contre le flux financier illicite, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Suivez. La femme congolaise joue un rôle crucial au sein de la société, notamment dans la transmission des valeurs et des connaissances. L'ayant compris, la cellule nationale de renseignement financier veut impliquer les femmes congolaises dans la lutte contre le flux financier illicite. Pendant 2 jours, ces femmes héroïnes seront initiées à la meilleure compréhension de lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Le CNRF, je viens de découvrir, j'ai compris que c'est un service qui est très très important pour notre pays parce que nous avons vraiment besoin que les flux financiers qui arrivent dans notre pays puissent servir correctement au développement du pays. Et le CNRF, s'il peut mettre toutes les branches qu'il faut dans tous les secteurs de la vie économique de notre pays, le travail va être efficace et la lutte contre la corruption, contre tous les antivaleurs qui minent le secteur économique vont être quand même diminuées, où il y aura une certaine réduction qui va permettre à ce que notre pays puisse récupérer sa réputation au niveau national et au niveau international. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kissoula, a expliqué à ces femmes héroïnes l'importance de cette formation par des cas concrets. Le secrétariat exécutif de la CNRF a doté à ses apprenantes des ordinateurs comme outils de travail. Cette formation a été rendue possible conjointement par la coopération allemande et la cellule nationale de renseignement financier. En dehors de nos frontières, Human Rights Watch a publié ce mardi 15 octobre un rapport glaçant sur les pratiques de torture dans 2 prisons et un centre de rétention au Rwanda. Selon cette organisation non gouvernementale, ces tortures ne font que masquer une réalité bien plus sombre et systématique dans les centres de détention de ce pays. L'ONG révèle que des atteintes graves aux droits humains, y compris la torture, sont monnaie courante dans de nombreux centres de détention au Rwanda. Des témoignages recueillis par Human Rights Watch rapportent que plusieurs personnes auraient trouvé la mort suite à des séances de torture. Les rapports citent notamment le centre de détention non officiel de Kwa-Ngasinya, situé à Kigali, où les détenus sont envoyés immédiatement après leur arrestation. D'après les anciens détenus, ils y sont contraints de confesser des crimes sous la menace. Le Rwanda est accusé de parquer tous les pauvres en prison. Les méthodes employées dans ces centres incluent des simulacres d'exécution, des passages à tabac et d'autres formes de torture destinées à forcer des aveux. Certains témoins décrivent des cellules minuscules d'environ 1 mètre sur 2 qu'ils comparent à des cercueils en raison de l'air exécuté. Un exemple cité dans ces rapports, en janvier 2020, Vena Bayisenga, un opposant politique, avait dénoncé de mauvais traitements dans ces centres et affirmé que des détenus y avaient été tués. 5 mois plus tard, il disparaissait dans des circonstances mystérieuses. Cette disparition avait renforcé les craintes sur la brutalité des traitements infligés dans ces lieux de détention. Les rapports des Human Rights Watch documentent également des cas de torture dans la prison de Nyarugenge. Des détenus ont témoigné lors des différents procès qu'ils avaient été placés de force dans un conteneur rempli d'eau où ils étaient battus par des gardiens et d'autres prisonniers. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres.
Sport, qualification historique des Léopards Football de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à l'issue de la 4e journée des éliminatoires. La RDC a validé son billet ce mardi grâce à sa victoire des 2-0 contre la Tanzanie à Dar es Salaam. Après 3 mois de vacances, la rentrée judiciaire 2024-2025 à la Cour des cassations s'est tenue ce mardi au cours d'une cérémonie solennelle au Palais du Peuple. Cette cérémonie a connu la participation du chef de l'État, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Human Rights Watch vient de publier un rapport glaçant sur les pratiques de torture dans 2 prisons et un centre de détention au Rwanda. Selon cette ONG, ces tortures ne font que masquer une réalité bien plus sombre dans le centre de détention du pays. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.